on suit le développement de ce petit Noah. Donc au début, il rentre en maternelle. On comprend bien à quel point ça peut être difficile et même violent, sans qu'il y ait de violence réelle, hein, mais juste parce que... Enfin, de violence telle qu'on les entend, nous, les adultes. Mais juste parce que se retrouver dans une classe avec plein d'autres enfants et seulement 2 adultes pour s'occuper d'eux, avec beaucoup de bruit, des environnements pas toujours adaptés finalement à leurs âges, parce que parfois, il y a des enfants qui rentrent, ils ont même 2 ans et demi. Ils sont tout petits, quoi. C'est incroyable. Pourquoi est-ce que c'est si difficile, cette première rentrée de maternelle ? En fait, il y a un vrai cap à passer. C'est-à-dire que quand on est en crèche, pour bien connaître l'univers de la crèche, mais c'est quand même un cadre qui reste super privilégié, un peu un cocon en fait. Puis les pros sont très à l'écoute de l'enfant, de l'individualité. Enfin, vraiment, elles font un bon travail. Après, les ASMAT et les ATSEM, et les instituts aussi, mais le cadre n'est pas le même. Et en fait, quand tu passes d'une mini-collectivité ou d'une ASMAT sans maternelle ou domicile à la grosse collectivité qu'est l'école, forcément, tu passes à un cap vraiment fort dans ta vie. Mais comme quand tu passes du cap à la primaire au collège, hein, c'est pareil, il y a un cap à passer. Et effectivement, le niveau sonore d'une classe, parce que le niveau de stimulation, le niveau de... Et puis le fait aussi d'être dans les apprentissages plus durs, donc t'es souvent plus assis, dans une position plus assise, il y a des attentes qui sont beaucoup plus importantes qu'en crèche aussi, les parents ont moins de transmission le soir aussi, donc il y a tout un environnement qui fait que l'enfant, il perd un peu cette espèce de cocon dans lequel il était dans la petite enfance en fait. Et c'est que même dans les politiques des villes, pour faire beaucoup de formations pour les crèches, on voit qu'il y a une vraie scission entre l'univers de la petite enfance et l'univers de la scolarité. C'est vraiment 2 mondes à part entière, quoi. Comme si c'était plus de la petite enfance une fois qu'il est rentré en maternelle. Bah ouais, genre il est coucouné 2 mois avant, tu vois, c'est un tout petit enfant, et puis d'un coup, boum, ça y est, il est rentré, il est élève en fait. Il est écolier. Et ça, c'est une sacré décalage quand même. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que parents, pour armer nos enfants, les aider à traverser cette période ? Parce que là, on est en plein dans la rentrée scolaire, où c'est une période difficile pour plein de parents, sur des tout petits 3 ans à peine. C'est vrai qu'on est en plein dedans. Bah déjà, c'est pas mal. Alors là, c'est un peu tard parce que la rentrée est arrivée, mais pour les enfants qui sont accueillis, qui sont chez eux, par exemple, pendant 3 ans, alors c'est ce qui est très bien, mais c'est leur faire fréquenter déjà, occasionner des séparations. Tu ne faut pas que la première séparation arrive au moment de l'école, sinon ça va être hyper dur à vivre. Enfin, des petites séparations, des petites mises en collectivité, par exemple, je sais pas, aller au LAEP, l'accueil enfants-parents, aller chez des amis où il y a beaucoup d'enfants, pour que l'enfant commence un petit peu à fréquenter d'autres enfants en petits groupes. Et un petit groupe au moins de 4-5 enfants. Ça peut être une bonne transition. Et après, de toute façon, pour que vraiment l'enfant s'intègre bien dans le rythme de scolarité, c'est au maximum rendre dans l'environnement prévisible et faire en sorte que, par exemple, la séparation du matin se fasse de la même manière, qu'il n'y ait pas trop de surprises. Par exemple, imaginons l'enfant se lève le matin, il faut que tout soit ritualisé jusqu'à la séparation à l'école. Plus c'est ritualisé, plus c'est prévisible, plus le chemin est un peu clair jusqu'à l'école, le chemin temporel, pas forcément physique, plus l'enfant aussi aura des facilités à quitter son parent le matin. Et puis aussi, c'est juste être patient, parce que chez certains enfants, ça va prendre beaucoup de temps, chez d'autres enfants, ça va prendre un peu moins de temps. Mais si, par exemple, t'as un enfant qui a une hyperacousie, il entend les sons de manière très forte, et ces sons-là peuvent vraiment le heurter facilement, il est très sensible aux sons, l'environnement de la scolarité peut le mettre encore plus à mal qu'un autre. Ou un enfant qui a l'anxiété sociale, ça va être encore plus à mal qu'un autre. Donc après, chaque enfant est différent et ils partent pas avec le même lot de vulnérabilité par rapport à cette grosse collectivité, quoi. Les enfants qui sont tout terrain et d'autres qui sont pas tout terrain. Clairement pas. Donc dans ces 3 ans-là en maternelle, ils vont bien grandir, parce qu'on l'a expliqué, ce 3-6 ans. Ouais. L'entrée, en revanche, après au CP, est-ce que c'est un plus gros gap ? Est-ce que c'est une continuité qui est plus facile à gérer pour un enfant ? Je dirais, ça dépend vraiment des enfants et de l'expérience qu'ils ont eu de l'école avant. Souvent, les parents ont très peur du CP. Les enfants, ils savent pas trop à quoi s'attendre, donc du coup, ils y vont un petit peu tranquillement. Mais je trouve que le gap est beaucoup plus fort pour la petite enfance maternelle que pour la maternelle primaire, à mon sens, ouais. Et c'est ce que disent aussi beaucoup les familles que je rencontre. Ok. Pour les enfants qui rentrent du coup en école primaire, là, il y a plein d'autres problématiques qui arrivent et on vit avec Noah. T'abordes notamment la question du harcèlement scolaire. Alors, j'ai fait un épisode sur cette question avec une super psy et qui dit ce que tu dis, en plus vous êtes raccord, sur le fait que l'enfant a beaucoup de pouvoir. L'enfant harcelé a aussi un rôle à jouer. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les parents qui n'ont pas écouté ?
tout le monde a un rôle à jouer dans cette histoire, mais l'enfant aussi, c'est pas mal de pouvoir l'outiller. Alors, si l'enfant se sent assez... parce que ça dépend vraiment des enfants qui pourront jamais, par exemple, répondre à leur harceleur. Mais ce qu'on voit dans les dynamiques de harcèlement, ce qui est vraiment intéressant, la mécanique même du harcèlement, c'est que ça se joue vraiment dans les toutes premières brimades. Par exemple, si un enfant agresse verbalement, par exemple, on va dire, un autre enfant, et qui sent que sa brimade, son attaque a touché l'autre enfant, s'il sent qu'il a été touché, qu'il y a eu un impact réel sur l'autre enfant, ça risque de donner un sentiment un petit peu de satisfaction à l'enfant qui a attaqué l'autre enfant, et du coup d'engranger une espèce de mécanique de harcèlement. Il faut savoir que cette mécanique de harcèlement, elle existe parce que le groupe lui-même, en fait, est témoin et alimente de manière indirecte cette mécanique de harcèlement. Donc si on apprend, mais ça c'est vachement dur à faire aussi, si on apprend à l'enfant déjà à ne pas trop réagir, tu vas me dire c'est impossible, mais à cette attaque-là, cette première attaque, essayer de prendre de la distance par rapport à ce que peuvent lui dire les autres, et aussi à réagir avec des remarques hyper détachées, par exemple, ça pourrait limiter un peu l'impact de harcèlement sur lui. Mais en même temps, quand un enfant qui est très sensible, un enfant qui est très émotif, ils sont pas tous capables en fait de cette répartie-là, tu vois. Donc ça, c'est aussi des profils un peu similaires en fait qui se font agresser de manière régulière. Mais c'est intéressant cette explication de la dynamique, et on voit qu'il y a un pattern, enfin il y a un stéréotype malheureusement dans le harcèlement. Et ce que disent tous les professionnels qui gèrent ça, c'est que faut chercher de l'aide, et malheureusement on peut pas toujours avoir un impact, et que c'est la grande difficulté du harcèlement qui est vraiment d'actualité en ce moment. Il y a eu malheureusement un suicide au collège à la rentrée, donc il y a des enfants qui sont en très grande souffrance. Mais avant, c'est quelque chose qu'on ignorait un peu dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. C'était souvent vu un peu comme de la chamaillerie, comme ils jouent ensemble. Parce que je reprends la répartie que j'ai reprise dans la BD. C'était vraiment un vrai prof qui avait dit ça, mais c'est des jeux entre enfants, c'est de la chamaillerie. Et en fait, non, parce que ça a vraiment un impact émotionnel sur l'enfant. Et par contre, ce qui est important de faire, c'est que quand on est parent et quand on sait qu'un de son enfant est victime de harcèlement, il faut surtout ne rien faire sans son accord à lui. Ça, c'est très important. Beaucoup d'enfants ont peur, en fait, de le dire à leurs parents, aussi parce qu'ils ont peur que la mécanique de la défense se mette en marche sans leur accord, que ça aille trop loin et que ça leur retombe dessus après. Donc on est vraiment partenaire de l'enfant, on est là pour l'enfant, et du coup on fait ça avec l'enfant aussi.